Bien, eh bien j'ai le plaisir d'introduire Anouche Bourmaillan pour cette dernière séance de séminaire. Anouche est maître de conférence à Sorbonne Université, maintenant qu'on appelle ça. Oui, c'est toujours difficile de se retrouver maintenant qu'ils ont rebaptisé les universités et qu'il n'y a plus les chiffres. Donc linguiste, et elle, ces derniers temps, elle étudie la dimension évaluative du langage, et notamment elle a collaboré avec quelqu'un qui a parlé de ça, Isidora Stojanovic, dans ce même séminaire, qui avait fait un exposé général sur l'évaluativité dans le langage. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'affect. Oui. Ben, on a hâte de t'entendre. Merci beaucoup, merci. Voilà, l'affect dans la langue, une dimension sous-évaluée, point d'interrogation. Alors, tout d'abord, donc, quels sont les liens entre affect et cognition ? Donc, comme le rappelle Joseph Forgas dans son ouvrage intitulé Feeling and Thinking de 2004, la fascination pour la relation entre affect et cognition, entre sentir et penser, est très ancienne dans la tradition philosophique occidentale, qu'il s'agisse d'Aristote, de Saint-Augustin, de Descartes ou encore de Pascal. On connaît tous le célèbre aphorisme que ce dernier a proposé dans ses pensées, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». À la période des Lumières, on voit apparaître une tripartition entre affect, une tripartition qui sera donc confirmée par les travaux de Kant entre sentir, savoir et vouloir, c'est-à-dire entre affect, cognition et conation. Et cette tripartition va marquer durablement la psychologie et elle contribuera à installer ces trois facultés comme fondamentalement distinctes et indépendantes. Mais cette tripartition va se faire largement au détriment de l'affect pendant la plus grande partie du XXe siècle. Alors pourquoi ce long discrédit de l'affect ? Pendant la période behavioriste, les psychologues vont s'intéresser surtout à la conation, donc à ce qui motive, on va même dire à ce qui conditionne le comportement. Puis, lors du tournant cognitiviste, dans les années 50, c'est la cognition qui va devenir le centre de l'attention. Les individus sont alors considérés avant tout comme des acteurs rationnels, et l'affect, lui, est vu comme un simple épiphénomène qui va accompagner, qui va suivre la cognition, la perception, qui en est une simple réponse. Alors, on va observer une rupture avec un mouvement qui s'appelle le New Look. Donc, il est composé de différents programmes de recherche, mais dans l'ensemble, en fait, le New Look propose de renverser la perspective sur les relations entre affect d'un côté et attention et perception de l'autre. Leur hypothèse est en effet la suivante. La réaction affective à un stimulus peut avoir lieu avant même que celui-ci ne soit perçu consciemment. Et elle peut éventuellement contribuer à modifier, à influencer le contenu effectif du percepte conscient. Alors, comme vous le soulignez, et d'ailleurs le regrettez dans une certaine mesure des gens comme par exemple Nidental et Kitamaya dans un texte de 1994, ce New Look n'a pas vraiment eu d'impact sur la théorie psychologique à l'époque. Et en fait, ça peut s'expliquer aussi pour de bonnes raisons. C'est un travail, ce sont des travaux qui ont été très controversés, qui le sont encore aujourd'hui et qui sont en fait entachés de certains problèmes méthodologiques. Mais malgré les défauts de ces travaux, en fait, cette approche de l'affect va être un peu plus tardivement prise davantage au sérieux, va gagner en importance et va donner lieu à des travaux, cette fois-ci vraiment importants, qui se focalisent sur la relation entre réponse affective et processus cognitif. Et donc c'est particulièrement le cas de Zajonc, Robert Zajonc, avec notamment donc, deux articles retentissants. L'un qui est daté de 1980, intitulé « Preferences need no inferences », les préférences n'ont pas besoin d'inférences, donc un article qui est plutôt programmatique. Et puis l'autre, daté de 2000, qui est intitulé « Feeling and Thinking, Closing the Debate over the Independence of Affect », sentir et penser, clore le débat sur l'indépendance de l'affect, qui est plutôt conclusif. Et en fait, dans ces deux textes, et plus généralement dans son travail, Robert Zajonc défend l'hypothèse de la primauté affective. Selon lui,
l'affect et la cognition sont deux systèmes séparés qui correspondent à deux canaux d'information distincts. Et contrairement à ce que l'on croit généralement, donc selon lui, l'affect n'est pas, comme il le dit, il n'est pas post-cognitif. En fait, il entend montrer que les réactions affectives peuvent intervenir en l'absence d'un traitement cognitif étendu et que ces jugements affectifs peuvent être faits plus vite et avec plus de confiance que les jugements qu'il appelle cognitifs, donc en un sens restreint. Il écrit en effet, je cite, « L'affect ne devrait pas être traité comme inaltérablement dernier et invariablement post-cognitif ». Donc ça, c'est dans son article de 1980. Et dans son texte de 2000, il va mettre en avant, en effet, l'accumulation des preuves neuroanatomiques et neurophysiologiques qui ont émergé depuis son article de 1980 sur le fait que cognition et affect sont deux canaux d'information distincts. Alors, en tant que psychologue, lui, le phénomène qu'il aura largement contribué à mettre en évidence et sur lequel il s'appuie pour défendre cette thèse de la primauté de l'affect sur le cognitif, c'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition, donc mere exposure effect. Donc c'est un phénomène par lequel on voit que les sujets tendent à évaluer plus positivement, disons, les stimuli auxquels ils ont été précédemment exposés. Donc plus un stimulus est présenté fréquemment, plus l'attitude du sujet va être positive vis-à-vis de ce stimulus. Et donc dans ce cas, nous dit Robert Zajonc, il y a bien réaction affective, mais il n'y a pourtant pas de reconnaissance consciente dans les expériences qu'il a menées qui marquerait un traitement cognitif réel effectif. Donc les sujets n'ont pas de perception consciente des stimuli auxquels ils ont été exposés, et pourtant cette réaction affective, elle est bien là. Donc Robert Zajonc dit donc dans son texte de 2000, donc je cite, « Une réaction affective est possible sans beaucoup de participation de processus cognitifs conscients ». Donc ces conclusions ont été beaucoup discutées, notamment parce que beaucoup de chercheurs préfèrent se concentrer sur l'interaction entre les deux systèmes. Par exemple, c'est le cas de Joseph Forgas, qui est l'éditeur du volume Feeling and Thinking, dans lequel Zajonc a publié son article de 2000. Mais néanmoins, le travail de Zajonc est très important pour cette hypothèse que l'information évaluative pourrait être récupérée à un moment différent et potentiellement avant la récupération de l'information conceptuelle, purement descriptive, dans le traitement des stimuli. Voilà. Alors, voyons maintenant le versant plus proprement linguistique. Donc, dans certaines approches linguistiques, et en particulier dans la linguistique formelle, donc un paradigme important qui s'inscrit dans la tradition frégéenne, la connotation, y compris la connotation affective, a été complètement écartée. Celle-ci n'a pas été considérée comme un objet d'étude valable. En effet, dans son texte de référence de 1892, donc Übersinn und Bedeutung, Frege établit la distinction, comme chacun sait, entre sens d'un côté et référence et dénotation de l'autre. Donc la référence, c'est la portion de réalité qui est sélectionnée par une expression linguistique. Le sens, c'est le mode de présentation qui rend possible l'identification de la référence. Donc, selon Frege, il est possible qu'on ait une expression, par exemple, qui ait un sens mais pas de référence. Donc pour Frege, donc, il donne l'exemple du nom propre, Ulysse. Donc il y a un sens, mais pas sûr qu'il ait une référence, puisque c'est un personnage fictionnel. Frege nous dit aussi qu'il est possible donc, que deux expressions aient la même référence, mais différents sens. Donc ça va être l'exemple célèbre de l'étoile du matin et l'étoile du soir, qui réfèrent toutes deux à la planète Vénus, mais qui impliquent des modes de présentation distincts de leurs référents, donc des sens distincts. Mais pour lui, une expression a un unique sens, quel que soit le moment d'énonciation et le locuteur. Or, selon Frege, cela contraste avec ce qu'il appelle l'idée, en allemand Vorstellung, qu'on attache à une expression linguistique. Donc il définit l'idée comme, donc je cite, une image interne qui surgit des souvenirs, des impressions sensorielles que j'ai eues et des actes à la fois internes et externes que j'ai réalisés. Une telle idée est souvent saturée de sentiments. Donc l'idée, dans la terminologie frégéenne, elle semble s'apparenter beaucoup à la connotation, parce qu'elle correspond à
un matériel cognitif, un matériel sémantique additionnel qui n'est pas directement pertinent pour saisir la référence de l'expression. Et en outre, dans ce texte, Frege insiste beaucoup sur la dimension sensible et affective des idées. Donc le parallèle avec la connotation affective semble particulièrement fort, particulièrement évident. Alors, quelles sont les caractéristiques des idées selon Frege? Selon lui, donc, d'abord une idée est vague et imprécise. Donc il écrit « La clarté de ces diverses parties varie et oscille ». Une idée, elle est subjective. Je cite encore, du fait de la connotation incertaine des idées avec les mots, la connexion incertaine des idées avec les mots, une différence peut exister pour une personne et pas pour une autre. Ou il écrit encore plus loin, un peintre, un cavalier et un zoologiste vont probablement associer différentes idées avec le nom bucéphale. Une idée, selon Frege, est aussi instable à travers le temps. Il écrit « Le même sens n'est pas toujours relié, même chez le même individu, avec la même idée. En conséquence, je cite encore, dans le cas d'une idée, on doit strictement parlant ajouter à qui elle appartient et à quel moment. » Et enfin, les idées, selon Frege, se révèlent difficiles à communiquer. Donc là, je cite encore une dernière fois. Aux possibles différences s'ajoute aussi la coloration et la nuance que l'éloquence poétique cherche à donner au sens. De telles colorations et nuances ne sont pas objectives et doivent être évoquées par chaque auditeur ou lecteur selon les indices du poète ou du locuteur. Sans quelque affinité dans les idées humaines, l'art serait certainement impossible, mais on ne peut jamais déterminer exactement à quel point les intentions du poète sont réalisées. Donc, selon Frege, les idées, donc ce que j'appellerais la connotation, ne devraient pas être prises en compte dans l'étude du langage, justement à cause de leur manque de clarté, de leur instabilité, de leur subjectivité et de leur incommunicabilité. Voilà, attendez, j'ai un petit doute. Ouais, voilà. Or, donc ce rejet de la connotation, et en particulier de la connotation affective, va se renforcer encore davantage avec le déploiement du paradigme vériconditionnel en linguistique. Donc, selon un célèbre précepte attribué à Davidson en 1967, donc, connaître la signification d'une phrase, c'est connaître ses conditions de vérité. En d'autres termes, donc, les sentiments qui seraient invoqués par un mot, par une expression complexe, dans cette optique, n'ont pas de rôle à jouer dans l'analyse de la signification de ce mot, de cette expression, à moins qu'il ne soit pertinent sur le plan vériconditionnel. Alors, il est vrai que progressivement, plus particulièrement dans les 2 dernières décennies, l'intérêt s'est progressivement porté vers des expressions qui permettent au locuteur de véhiculer, à la locutrice, de véhiculer ses sentiments. Donc, par exemple, on a les travaux de Kaplan sur les interjections ouch et oups, Potts, Chris Potts sur les expressifs comme dame, par exemple, Gutzmann sur les expressifs hybrides qui vont exprimer des attitudes tout en transmettant des informations factuelles. On a beaucoup aussi de travaux ces dernières années sur les insultes, par exemple, avec les travaux de Robin Jeschon parmi d'autres. Mais il semble qu'on considère toujours la dimension affective, la connotation affective, comme concernant une partie réduite du lexique. On considère que pour une majorité de mots, elle n'est pas pertinente. Or, si l'on considère les travaux plus récents en psychologie, c'est en fait tout le contraire qui semble se dessiner. Alors, la connotation affective, donc le traitement des émotions qui est suscité par les mots, peut paraître subjectif et difficile à cerner. Mais en réalité, des psychologues en ont bien produit des mesures objectives. Donc le premier, ce sera Osgood, donc avec ses travaux, donc en particulier ce texte important de 1957, et sa technique donc des différentiels sémantiques, qui est fondée sur des échelles sémantiques. Donc pour lui, pour Osgood, la connotation affective des mots est définie selon 3 dimensions sous-jacentes. On a l'évaluation, donc est-ce que le stimulus est plutôt bien ou plutôt mal, la puissance, donc en anglais potency, l'activité, c'est-à-dire à quel point le stimulus est actif ou intense. Et Osgood mesure ces dimensions en demandant au sujet d'évaluer les stimuli sur les échelles sémantiques définies par des paires d'adjectifs antonymes. Donc par exemple, pour l'évaluation, on a des échelles comme good, bad, happy, unhappy.
Pour la puissance, potency, on a des échelles du type strong, weak, dominant, submissive. Pour l'activité fast, slow, excited, calm. Bon. Donc ce sont des indicateurs quantitatifs des aspects émotionnels du mot. Ensuite, on va avoir d'autres modèles de différentiels sémantiques qui ont été développés, en particulier celui de Mehrabian et Russell, en 1974. Donc, dans leur modèle, l'évaluation va devenir le plaisir, un pleasure, ou la valence. Potency, la puissance va devenir dominance, la domination, et l'activité, activity va devenir arousal, on pourrait traduire par l'excitation. Mais ce sont des dimensions en fait qui sont très proches. Donc, dans le cas de l'évaluation du plaisir ou de la valence, il s'agit bien d'évaluer la positivité ou la négativité du stimulus. Dans le cas de la puissance ou la dominance, c'est l'activité physique, émotionnelle ou mentale qui est impliquée par la signification du mot qui est concernée. Et puis dans le cas donc, de activité arousal, c'est la force ou le pouvoir de la signification émotionnelle d'un mot, donc l'intensité de l'émotion qui est provoquée par le stimulus. Ensuite, on va avoir d'autres personnes qui, s'inspirant des travaux de Mehrabian et Russell, vont appliquer aussi ces trois dimensions au lexique, en particulier au lexique anglais, donc des gens comme Radley Lang, Fariner et Ali, Mohamed et Ali. Bon. Et de façon générale, ce qui est important ici, c'est que les études confirment que l'évaluation, la valence, est la dimension la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois la plus stable, les jugements des participants convergent vraiment largement sur l'évaluation, sur la valence, et c'est aussi la plus informative parce qu'elle représente la plus grande variance. Or, des travaux en psychologie suggèrent que cette dimension affective, évaluative, elle pourrait être première également dans le traitement lexical. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure de l'effet de simple exposition. Il a été montré pour un très très grand nombre de stimuli, de nature très variée. Des figures géométriques, des idéographes chinois ou japonais, des nombres, des lettres, des odeurs, des goûts, des couleurs, des visages, même des personnes, et d'autres encore, d'autres stimuli encore. Mais les mots ne sont pas privilégiés pour ce paradigme parce que justement il s'agit de montrer aux participants de nouveaux objets qui ne leur sont pas familiers. Alors, si on essaie donc de reformuler finalement la question que pose Jajon plus spécifiquement dans un paradigme linguistique, on va pouvoir opposer donc d'une part le contenu descriptif ou référentiel des mots, qui correspond à ce que Jajon appelle des représentations cognitives, et d'autre part la valeur affective, évaluative des mots que les locuteurs projettent sur ce contenu référentiel. Alors la question est donc la suivante, est-ce que cette valeur affective elle est également saillante, voire première sur un plan psychologique dans le traitement lexical ? Donc, alors ici je passe un emploi un peu plus standard, un peu plus général du terme cognitif, qui est disons équivalent au terme psychologique, par opposition à l'usage plus restreint que faisait Jajon, donc qui opposait affect et cognition. Donc on peut reformuler la question ainsi, est-ce que la valeur affective qui est véhiculée par les mots, elle est cognitivement aussi, voire plus importante que leur contenu descriptif, que leur dimension référentielle ? Alors, un certain nombre de travaux semblent aller dans ce sens. Voilà, donc là j'aimerais citer quelques travaux qui vont vraiment dans ce sens. Donc par exemple, Barg et Ali, dans un article de 1989, montrent que lorsqu'on présente aux participants des adjectifs qui désignent des traits de caractère à une certaine vitesse, les sujets ne sont pas capables de reconnaître si un vrai mot ou une carte vierge leur a été montré. Ils ne peuvent pas non plus réaliser de jugement de synonymie correct. Par contre, ils peuvent effectuer des jugements évaluatifs sur les adjectifs. Donc ça suggère que l'information affective est prise en compte dès les premiers temps du traitement lexical et peut-être même avant l'information référentielle. Dans un article de Kusta et Ali de 2009, il est montré que la valence a un rôle facilitateur dans le traitement des stimuli verbaux. C'est-à-dire que les mots qui sont fortement valencés, qui sont très positifs ou très négatifs, sont traités, sont identifiés comme des mots plus rapidement et de manière plus efficace que les mots neutres. Ensuite, dans un article de 2006, Gaillard et Ali, donc là je précise qu'ils ont travaillé uniquement sur des mots émotionnels négatifs, mais en tout cas ils ont montré que le seuil d'accès conscient est plus bas pour les mots émotionnels que pour les mots neutres. Donc ils sont identifiés à des seuils d'exposition plus faibles, moins longs.
donc d'une façon qui dépend vraiment d'un traitement sémantique non conscient. Enfin, on a d'autres travaux récents en électrophysiologie qui suggèrent qu'on accède à la valence émotionnelle avant même d'accéder à d'autres aspects donc référentiels de la signification. Donc là, je pense notamment à un travail donc, de Pons et Ali de 2014, donc, où ils entendent invalider la perspective psychologique, psycholinguistique standard, selon laquelle on aurait d'abord l'activation sémantique abstraite du mot qu'on lit, puis seulement dans un second temps la récupération du contenu émotionnel, avec une activation qui se ferait dans le réseau de la lecture lui-même. Pour eux, non. Au contraire, donc ils montrent dans ce travail que, selon ce qu'ils appellent un principe de réutilisation neuronale, le traitement de l'émotion pour les mots se fait rapidement et dans les mêmes zones que celles qui sont concernées par le traitement de l'émotion pour d'autres stimuli, comme des visages, des images, des odeurs, etc. Alors j'aimerais aussi mentionner brièvement des travaux donc, que nous avons menés donc, avec Brent Strickland et Isidora Stojanovic, que François Recanati évoquait à l'instant. Donc, ce sont des travaux qui ne sont pas encore publiés, mais que nous avons déjà présentés dans plusieurs communications. Donc, ce sont des expériences pilotes encore, mais donc, je les résume brièvement. Donc, il s'agissait de montrer que voilà, de tester cette hypothèse d'une primauté cognitive de la valeur affective sur la valeur référentielle. Et donc, nous avons travaillé sur des verbes qui sont que nous avons pris hors contexte. Et nous avons en fait considéré deux dimensions. Donc, d'une part, leur valence, leur caractère plus ou moins positif ou négatif, et d'autre part, leur domaine, et en l'occurrence, le fait qu'ils dénotent des activités soit physiques, soit psychologique. Donc, nous avons considéré que c'était une distinction qui était suffisamment fondamentale pour être comparable avec la valence. Et donc nous avons utilisé deux paradigmes expérimentaux. D'une part, le paradigme du temps de réaction. Donc il s'agissait, nous avons demandé au sujet d'indiquer si la valence était positive ou négative pour un mot donné, pour un verbe donné, et également si le domaine était physique ou psychologique, mais nous leur avons demandé cela sous pression de temps. Et il est apparu, bon je résume à grands traits, mais il est apparu que la valence est identifiée plus significativement, plus rapidement que le domaine physique ou physiologique. Physique ou psychologique. Et nous avons également utilisé le paradigme du jugement de synonymie. Donc nous leur avons demandé d'indiquer à quel point deux verbes de nos listes donc, avaient un sens proche. Et donc il est apparu que quand les deux verbes ont la même valence, c'est-à-dire sont soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, mais ont un domaine différent, ils sont jugés significativement plus proches, plus synonymes, si tant est que ce mot soit gradable, que lorsque les deux verbes ont le même domaine, sont tous les deux physiques ou tous les deux psychologiques, mais ont une valence différente. Donc dans les deux cas, qu'il s'agisse du temps de réaction ou de l'importance accordée pour évaluer la proximité sémantique de deux termes, la valence l'emportait sur le domaine. Donc alors ce sont des travaux à poursuivre, mais donc, qui vont vraiment dans le même sens que les expériences citées précédemment. Cette idée que la connotation affective, la valence, c'est une dimension cognitivement, psychologiquement essentielle dans le traitement lexical, première peut-être. Voilà. Et donc que la connotation affective, c'est un objet linguistique à considérer, dont on ne peut pas faire l'économie. Alors, donc, se pose donc cette question, quel est cet objet, qu'est-ce que la connotation affective sur un plan plus purement linguistique et communicationnel? Donc tout d'abord, j'aimerais opérer une distinction méthodologique entre deux types de connotations affectives. En vérité, ça n'aura pas de conséquences très fortes sur le propos, mais c'est quand même important méthodologiquement. Alors, donc tout d'abord, ce que j'appellerais la connotation affective encodée linguistiquement. Donc considérons des mots comme clébard, cabot par opposition à chien, ou encore morveux ou mioche par opposition à enfant. Donc clébard et morveux morveux et mioche sont clairement connotés négativement. Et pourtant, clébard et cabot ont la même valeur référentielle que chien, morveux et mioche ont la même valeur référentielle que enfant. Voilà, donc ils ont la même valeur référentielle, mais ils sont chargés de cette connotation péjorative.
Donc, utiliser ces mots, c'est, pour le locuteur ou pour la locutrice, exprimer des sentiments négatifs vis-à-vis du référent. Donc, du chien dans le cas de Clébar, ou de l'enfant dans le cas de Morveux. Hein. Voilà. Ils permettent au locuteur d'exprimer des sentiments négatifs envers les individus qui entrent dans la catégorie qui est dénotée par le mot. A l'inverse, des mots donc, comme chien et enfant sont affectivement neutres. Donc, on voit bien que, oui, donc le mot seul, en tout cas, un mot comme chien ou enfant, ne suffit pas à connaître les dispositions du locuteur envers la catégorie qui est dénotée par le mot. Alors, une petite remarque. Ici, on voit que cette connotation péjorative, elle est corrélée avec un registre familier. Mais attention quand même, il s'agit d'une condition non suffisante. Si je parle par exemple de mes fringues, au lieu de parler d'habits, je ne suis pas en train d'exprimer une émotion négative envers mes habits. Et si je parle de flic, je ne crois pas non plus que j'exprime une émotion négative envers un policier. Hein. Donc ces termes ne sont pas intrinsèquement péjoratifs. Voilà. Bon, donc c'était une petite parenthèse. Mais donc, dans le cas de Morveux ou de Clébar, eh bien, dans la mesure où il existe un mot référentiellement équivalent, on voit bien que ce trait négatif ne peut pas résulter de la façon, ou pas la seule façon dont le référent est perçu culturellement. Hein. Donc cette connotation péjorative, elle est vraiment encodée linguistiquement. Donc c'est un trait formel du mot. Alors, bien sûr, cette dimension péjorative, hein, cette connotation négative, elle concerne un nombre limité de mots dans le lexique. Voilà. Donc, la question que l'on peut poser, c'est est-ce que cette connotation affective, elle ne concerne pas pourtant davantage de mots, voire potentiellement peut-être tous les mots, hein, en tout cas tous les mots qui appartiendraient au moins aux classes ouvertes, hein, par exemple les noms, les verbes, les adjectifs. Alors, et c'est là que donc, je parlerai de connotation affective encodée culturellement. Les travaux que nous avons évoqués précédemment, donc concernant la connotation affective des mots, vont en effet tout à fait dans ce sens, hein, finalement d'une généralisation de la connotation affective. Donc, nous l'avons vu hein, avec les travaux d'Osgood, les travaux de Mehrabian et Russell, et encore de leurs successeurs, hein, Bradley Lang, Wariner, Mohammed. Les sujets attribuent aux différents mots du lexique des valeurs affectives variées, mais en particulier, donc, si l'on vraiment considère cette notion d'évaluation de valence, hein, des valeurs qui sont nettement convergentes. Or, cette fois, en fait, cette connotation n'est pas purement linguistique. On voit qu'elle est clairement influencée par le contenu référentiel du mot. Et donc, Isidora Stojanovic, donc je crois l'avait mentionné ici. Hein. Donc, par exemple, on voit qu'en anglais, donc, des termes comme AIDS, hein, le sida, ou leukémia, la leucémie, qui sont liés fortement à la maladie ou à la mort, sont parmi ceux qui sont évalués les plus négativement. Alors bien sûr, cette valeur affective, elle peut évoluer dans le temps, elle peut varier d'une communauté à l'autre, elle peut même varier hein, au sein d'une communauté selon les sous-groupes considérés, mais en vérité, ça c'est aussi le cas du contenu littéral, hein, du contenu référentiel des mots. Voilà. Donc à mon avis, ce n'est pas suffisant pour évacuer la connotation affective. Mais surtout, on voit quand même que ces connotations, malgré ces évolutions, ces variations potentielles, elles sont très largement partagées dans une communauté donnée. Donc, pourquoi ne pas parler de connotation affective encodée culturellement? Donc c'est ce que je propose ici. Je distinguerai hein, par la suite la connotation affective encodée linguistiquement et la connotation affective encodée culturellement. Voilà. Donc en fait, comme je l'ai dit, ça n'aura pas de conséquences pour les minutes qui restent, de conséquences directes, parce qu'on va voir que leur statut communicationnel, hein, le statut communicationnel de la connotation affective encodée linguistiquement et de la connotation affective encodée culturellement est assez semblable. Hein. Mais voilà, pour des raisons de méthodologie, il me semblait important de distinguer ces deux objets. Alors, donc, la dernière question que je poserai, c'est donc, quel est le statut communicationnel de la valeur affective, de la connotation affective? Donc, dans un texte de 2015, Chris Potts, qui s'inspire des travaux d'autres linguistes et notamment des travaux de Karttunen et Peters de 1979, parle, je cite, de la nature multidimensionnelle de la signification linguistique. Donc, bien sûr, dans une approche multidimensionnelle hein, du langage, on prend conscience que
Une phrase, un objet abstrait pris hors contexte, voire d'autant plus un énoncé, la réalisation d'une phrase dans un contexte spécifique, communique bien plus qu'une seule proposition, qu'un seul contenu. Alors, outre le contenu qu'on appelle at issue ou vériconditionnel, j'y reviendrai, on connaît donc les présuppositions, les implicatures conventionnelles, les implicatures conversationnelles. Alors, comment est-ce que la connotation affective s'articule avec ces différents contenus? Est-ce que la connotation affective est une présupposition? Est-ce que la connotation affective est une implicature conventionnelle? Est-ce qu'elle correspond à un contenu de type encore différent? Donc, pour résoudre cette question, je vais m'appuyer notamment sur les travaux de Chris Potts. Donc je ne vais pas les citer systématiquement, mais ce sont les textes de 2005, 2007, 2008 et 2015. Alors, tout d'abord, la connotation affective, qu'elle soit encodée linguistiquement ou encodée culturellement, correspond, on le voit, à une signification de type conventionnel. Pourquoi? Parce qu'elle dépend à chaque fois d'un item linguistique spécifique et elle est présente systématiquement, quel que soit le contexte. Donc là, évidemment, encore une fois, je n'exclus pas des cas de modulation pragmatique de la connotation affective. Donc ici, c'est une question très intéressante mais qui nous emmènerait trop loin. Donc je la laisse volontairement de côté, pour ne considérer donc que la dimension linguistiquement et culturellement stable de la connotation. Donc la connotation affective, elle est conventionnelle. Elle s'oppose donc aux implicatures conversationnelles, qui, elles, comme on le sait, ne renvoient pas à des items lexico-spécifiques, qui résultent plutôt de relations entre des propositions, entre des objets non linguistiques. Donc pour rappel, si on reprend l'exemple célèbre de Grice, si quelqu'un dit A Smith ne semble pas avoir de copine en ce moment, et B répond il est beaucoup allé à New York ces derniers temps, donc on peut imaginer que B sous-entend implicite que Smith a une copine à New York. Donc on voit que cette proposition, cette implicature conversationnelle, elle n'est pas déclenchée par un terme spécifique, elle résulte d'un raisonnement inférentiel qui est effectué par le destinataire sur la base du contenu littéral de la phrase, du contexte et de principes pragmatiques plus généraux. La connotation affective, elle n'est pas une implicature conversationnelle, elle ne résulte pas d'une inférence, elle correspond bien à un contenu de type conventionnel. Mais quel type de contenu conventionnel? Voilà, parce qu'il existe deux grands types de contenu conventionnel. Donc ce qu'on peut appeler le contenu alors, at issue, alors on peut l'appeler de diverses manières, à vrai dire. Donc Grice parlait de what is said, ce qui est dit. On l'a appelé aussi parfois le contenu littéral, mais cette expression n'était pas très satisfaisante parce que l'identification de cette proposition, de ce contenu, nécessite souvent un travail pragmatique important, comme l'a bien montré François Recanati. On parle parfois aussi de contenu vériconditionnel. Alors certains linguistes, comme Potts par exemple, souligne en fait que d'autres propositions, les autres propositions communiquées par un énoncé sont aussi évaluables en termes de vérité ou de fausseté. Bon, donc on peut utiliser l'expression at issue en question. En fait, ça n'a pas grande importance, cette question terminologique. Bon, donc ici, je vais parler de l'expression at issue, mais encore une fois, ça n'a pas grande importance. De façon générale, par contenu at issue, je parle de la proposition première qui est communiquée par un énoncé, et c'est celle que l'on a à l'esprit quand on dit que l'énoncé est vrai ou faux. Donc, par exemple, dans l'énoncé 1.2b que j'ai cité tout à l'heure, Smith est beaucoup allé à New York ces derniers temps. Eh bien, tout simplement, disons que le contenu at issue, c'est Smith est beaucoup allé à New York les semaines qui précèdent le moment de l'énonciation. Bon, je simplifie beaucoup. Voilà. Et puis, on a le contenu conventionnel qui n'est pas at issue. Alors, quelle est la particularité du contenu at issue? Eh bien, c'est qu'il tombe immédiatement dans la portée d'un opérateur, par exemple dans la portée de la négation ou de l'interrogation. Donc, par exemple, si je considère à nouveau donc, cette proposition, Smith est beaucoup allé à New York les semaines précédant le moment de l'énonciation, eh bien, si je mets la phrase originale sous une négation, donc si la personne répond non, Smith n'est pas beaucoup allé à New York ces derniers temps, on voit que ce contenu at issue tombe dans la portée de la négation. Le fait que Smith soit beaucoup allé à New York les semaines qui précèdent le moment de l'énonciation est clairement nié. De même, si je mets la phrase initiale à la forme interrogative, si je dis « Est-ce que Smith est beaucoup allé à New York ces temps-ci ?», à nouveau, ce contenu at issue tombe dans la portée de l'interrogation. Or, ce n'est pas le cas de la connotation affective. Celle-ci ne tombe pas dans la portée des opérateurs logiques.
Donc, considérons tout d'abord la connotation affective encodée linguistiquement. Imaginons par exemple que Jean dise à sa femme Marie, à propos de Noé, le petit garçon qui habite dans la maison voisine, « Ah, le morveux est encore venu nous voler une pomme. » Et Marie répond « Non, Jean, pas du tout, ce n'est pas le morveux, c'est moi qui ai pris la pomme. » Donc, le contenu at issue de la réponse de Marie, non, le morveux n'est pas venu nous voler une pomme, il tombe dans la portée de la négation. Le contenu at issue de la phrase de Jean, et qui est donc nié dans l'énoncé de Marie, il tombe dans la portée de la négation. Mais qu'en est-il donc du contenu affectif? Donc, quand Jean dit le morveux, terme qui est repris par Marie, donc Jean, en fait, communique ce contenu donc pour le mettre sous une forme propositionnelle. Tous les enfants sont abjects, les enfants sont détestables, sont désagréables. Voilà. Donc c'est cette connotation affective qui est négative, qui est linguistiquement encodée par morveux. Eh bien, ce contenu affectif, il ne tombe pas dans la portée de la négation. C'est-à-dire que quand Marie dit « Non, Jean, ce n'est pas le morveux qui est venu nous voler la pomme », cette réponse, elle véhicule toujours la proposition que les enfants sont abjects, même si morveux est sous la portée, et sous une négation. Le mot est sous une négation. Considérons maintenant la connotation affective encodée culturellement. Imaginons, comme en 6, par exemple, que Jean dise à Marie souviens-toi, Mathieu a une leucémie. Bon, les exemples ne sont pas très agréables du fait de la forte négativité, mais souviens-toi, Mathieu a eu une leucémie. Et Marie dit mais non, il a eu un AVC. Le contenu at issue, c'est Mathieu a eu une leucémie. Donc lui, dans la réponse de Marie, ce contenu, il tombe dans la portée de la négation. Il est bien nié. Mais qu'en est-il de leucémie? Donc si on considère que leucémie véhicule ce contenu, la leucémie est une maladie horrible. Voilà, donc encore une fois, je paraphrase de manière propositionnelle, mais pour rendre cette connotation négative. Quand Marie dit mais non, elle ne nie pas le fait que la leucémie soit une maladie horrible. Ça ne tombe pas dans la portée de la négation. Alors, si la connotation affective n'est pas un contenu at issue, étant donné que c'est un contenu, on a vu, conventionnel, alors quelle est-elle? Quelle est sa nature? Donc, parmi les types de significations conventionnelles qui ne sont pas at issue, on peut trouver les présuppositions et les implicatures conventionnelles. Donc, les deux sont parfois pris l'un pour l'autre, comme synonymes, comme équivalents, comme je l'ai fait d'ailleurs parfois. Parfois, en fait, certains considèrent que les présuppositions sont un certain type d'implicature conventionnelle, ou inversement, que les implicatures conventionnelles sont un certain type de présupposition. Mais donc, pour cerner au plus près ce phénomène de la connotation affective, donc, je vais m'appuyer ici sur la typologie de Crispot, qui lui distingue vraiment très clairement présupposition et implicature conventionnelle. Donc, comme le dit Crispot dans sa conclusion de son article de 2015, en fait, l'essentiel n'est pas cette distinction terminologique entre présupposition et implicature conventionnelle, peu importe l'étiquette, car, nous dit-il, dans le fond, peut-être que plus tard, on s'apercevra que ces catégories ne sont en fait pas très pertinentes et que d'autres délimitations sont possibles. Ce qui compte, ce sont surtout les propriétés qui servent à identifier chacune de ces catégories. Et de fait, on va voir que la connotation affective a des traits communs avec les deux catégories, sans non plus correspondre parfaitement à l'une ou à l'autre. Alors, tout d'abord, la connotation affective, les connotations affectives, on peut dire, ont des traits communs avec les implicatures conventionnelles, et en cela, donc, elles sont distinctes des présuppositions. Donc, le premier trait, c'est celui de l'indépendance. Donc, en ce qui concerne les présuppositions, on sait que le contenu at issue, le contenu vériconditionnel, dépend complètement d'elle, complètement des présuppositions. C'est-à-dire qu'une présupposition doit être vraie pour que le contenu at issue ait une valeur de vérité. Donc, pour reprendre un célèbre exemple, celui de Russell, si je dis le roi de France est chauve, ou même l'actuel roi de France est chauve, eh bien, pour accorder une valeur de vérité à cette phrase, donc, il faut que cette présupposition... Alors, quelle présupposition? Cette phrase véhicule la présupposition qu'il existe un unique roi de France,
Et pour que cette phrase « le roi de France est chauve » soit évaluable en termes de vérité ou de fausseté, il faut que cette présupposition soit vraie. Donc là, le contenu principal, hein, at issue, vériconditionnel, n'est pas indépendant de la présupposition. Or, nous montre Potts, ce n'est pas le cas des implicatures conventionnelles. Elles fournissent une dimension de signification qui est séparée du contenu descriptif ordinaire. Donc là, c'est un exemple que je reprends à Potts. Lance Armstrong, qui vient de l'Arkansas, a gagné le Tour de France de 2002. Donc ici, c'est la proposition donc, apposée qui vient de l'Arkansas qui va fournir l'implicature conventionnelle. Lance Armstrong vient de l'Arkansas. Eh bien, peut-être que certains d'entre vous savent que Lance Armstrong ne vient pas de l'Arkansas, je crois qu'il vient du Texas, hein, je ne suis pas complètement sûre. Mais dans tous les cas, même si cette implicature conventionnelle, Lance Armstrong vient de l'Arkansas, est fausse, ça ne nous empêche pas d'évaluer la vérité ou la fausseté de Lance Armstrong a gagné le Tour de France en 2002. Voilà, je crois que c'est vrai. Alors, qu'en est-il pour la connotation affective? Considérons tout d'abord la connotation affective encodée linguistiquement. Donc, le contenu, alors on voit que le contenu at issue, ce contenu principal, ne dépend pas non plus de la connotation affective qui est encodée linguistiquement. Ce type de contenu est indépendant. Donc, par exemple, si je dis, ou si Jean dit « Oh, le morveux est encore venu nous voler une pomme », eh bien, on peut tout à fait évaluer le fait que Noé soit venu leur voler une pomme, indépendamment de la vérité ou de la fausseté du fait que les enfants soient détestables, par le fait même d'être des enfants. Donc cette connotation affective, elle n'affecte pas la valeur de vérité du contenu principal. Le contenu principal en est indépendant. Qu'en est-il de la connotation affective encodée culturellement? Donc, le contenu at issue ne dépend pas non plus de ce type de connotation affective. Donc, si quelqu'un dit, si Jean dit Mathieu a eu une leucémie, le contenu principal n'est pas affecté par cette connotation négative selon laquelle la leucémie est une maladie effroyable. Donc, la connotation affective, comme les implicatures conventionnelles, mais contrairement aux présuppositions, elle est un contenu dont la proposition principale, ce contenu at issue, ne dépend pas. Donc, c'est un contenu indépendant. Alors, deuxième trait commun avec les implicatures conventionnelles, la connotation affective n'est pas bloquée par les plugs. Bon, je vais garder l'expression de Cartoonen, qui est reprise par d'autres, par Chris Potts, par exemple. Alors, bon, parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction française consacrée, donc je préfère garder le terme plug. Alors, comme le montre Cartoonen, donc dans un texte de 1973, donc ce qu'il appelle les plugs, en fait, bloquent la projection des présuppositions. Donc, par exemple, un plug standard, ça va être le verbe dire, plus généralement les verbes de diction. Mais prenons donc le verbe dire. Quand un contenu présupposé se trouve dans la portée du verbe dire, ce contenu présupposé ne se projette pas au-delà du verbe dire. Il n'est plus, si je puis dire, assumé par les locuteurs, il est attribué au sujet du verbe dire. C'est un peu comme si dire bloquait la projection de la présupposition. Alors, si je prends un cas tout à fait standard, si je dis « Marie a réalisé que ce prof est mauvais ou était mauvais », bien sûr, je présuppose, à travers la présence de réaliser, que je présuppose que ce prof est mauvais. Donc le locuteur prend ce contenu à son compte. Il assume forcément ce contenu. Mais dans le contexte d'un plug comme le verbe dire, ça ne va plus être le cas. Si je dis « Pierre dit que Marie a réalisé que ce prof était mauvais », eh bien, je peux tout à fait rajouter « Mais moi, je trouve ce prof excellent. Pierre dit que Marie a enfin réalisé que ce prof était mauvais, mais il exagère. Moi, je trouve que ce prof est excellent. » Voilà, donc là, on voit que le contenu est bien... alors, il est bien attribué à cette présupposition que le prof est mauvais, est attribué à Pierre, mais pas nécessairement au locuteur, en l'occurrence pas au locuteur. Or, les implicatures conventionnelles, elles ne sont pas bloquées par les plugs. Les implicatures conventionnelles, comme le dit Potts, restent speaker-oriented, orientées vers le locuteur, quand elles sont enchâssées dans un verbe comme dire, dans la portée d'un verbe comme dire. Une implicature conventionnelle, elle n'est pas relativisée à la croyance d'une autre entité que le locuteur. Donc, exemple de Chris Potts. Sheila dit que Chuck, un psychopathe avéré, est tout à fait apte à garder ses enfants. Ici, clairement, un psychopathe avéré renvoie au locuteur et non à Sheila.
Alors, qu'en est-il de la connotation affective? Est-ce qu'elle est aussi speaker-oriented, orientée vers le locuteur, la locutrice? Est-ce qu'elle résiste au plug? Oui, elle n'est pas la connotation affective. Alors, si on considère tout d'abord la connotation affective encodée linguistiquement, elle n'est pas bloquée par les plugs. Par exemple, en 14, si je dis « Pierre dit que le morveux est encore venu lui voler des pommes », eh bien, j'endosse en fait le contenu de morveux, le contenu affectif de morveux. Hein, la connotation affective, donc, selon laquelle les enfants sont abjects, renvoie nécessairement au locuteur. Et de fait, ça serait, je pense, assez étrange de rajouter ensuite « mais cet enfant est adorable hein. ». Si je dis, voilà, donc je refais l'enchaînement. Pierre dit que le morveux est encore venu lui voler des pommes, mais cet enfant est vraiment adorable. Hein. C'est étrange, d'accord? Il y a une forme de contradiction, parce que, en tant que locuteur, j'assume le contenu de la connotation affective. Pour la connotation culturelle, il en va de même. Hein. Si je dis « Marie me dit que la leçon… » Alors bon, l'exemple, encore une fois, est… Voilà. Donc, bon. L'exemple est ce qu'il est. Hein. Je n'endosse pas l'exemple. Hein, mais Marie me dit que la leucémie a du bon, car elle force à se prendre en main. Donc c'est un énoncé qui est assez frappant, parce que justement, on a cette contradiction entre ce que Marie affirme de la leucémie hein, et la connotation très fortement négative du mot leucémie. Donc on voit que cette connotation affective, hein, culturelle, elle n'est absolument pas bloquée par le plug, par le verbe dire. Elle se rapporte au locuteur. La connotation affective se comporte donc plutôt, on voit comme ici, comme les implicatures conventionnelles que comme les présuppositions. Elle n'est pas bloquée par les plugs, elle est donc orientée, speaker-oriented, orientée vers le locuteur ou la locutrice. Mais là où la connotation affective diffère des implicatures conventionnelles et se comporte comme les présuppositions, c'est en ce qui concerne, donc ce sera mon dernier point, hein, c'est en ce qui concerne le caractère ancien de l'information qu'elle apporte. Donc, Chris Potts fait cette distinction entre les présuppositions qui, elles, rappellent de l'information ancienne et les implicatures conventionnelles qui, elles, apportent de l'information nouvelle. Donc, par exemple, si je dis, donc pour parler du cas des présuppositions, si je dis « Tu sais, Marie a une sœur. Or, la sœur de Marie a fait telle ou telle chose. » Ici, la sœur de Marie présuppose que Marie a une sœur. Et en fait, ça correspond au contenu qui vient juste d'être énoncé. Hein, c'est de l'information déjà ancienne. La présupposition correspond à de l'information ancienne. De même, hein, si je dis Francesca fumait, mais elle a arrêté hier, c'est la même chose. Elle a arrêté hier présuppose que Francesca fumait, et ça, c'est juste l'information qui venait d'être énoncée, c'est donc de l'information ancienne. Et ça ne pose aucun problème. Évidemment, c'est tout à fait le fonctionnement des présuppositions. Les présuppositions, hein, par nature, elles sont censées véhiculer de l'information ancienne. Au contraire, les implicatures conventionnelles, elles ne peuvent pas reprendre une information qui est déjà énoncée, une information considérée comme ancienne. Donc, par exemple, donc là c'est un exemple de Potts encore, si on dit Lance Armstrong a survécu au cancer, Lance Armstrong a survécu au cancer, ensuite on ne peut pas ajouter, quand les reporters interviewent Lance, un survivant du cancer. Il parle souvent de la maladie. Hein. Un survivant du cancer sonne vraiment comme redondant, quand la présupposition, dans les exemples précédents, ne paraissait absolument pas redondante. Or, la connotation affective d'un mot, elle est comme les présuppositions. Elle peut tout à fait reprendre de l'information déjà énoncée. Par exemple, en 19, je peux dire « Ah, les enfants », ou attribuons-le à Jean plutôt, Jean va dire « Ah, les enfants sont vraiment détestables. Tiens, ce morveux m'a encore voler une pomme ». Donc ici, morveux, la connotation négative donc du mot morveux, elle correspond exactement au contenu qui a été énoncé précédemment. C'est de l'information ancienne. Et pour la connotation affective encodée culturellement, c'est la même chose. Hein. Donc si je dis la leucémie est une maladie vraiment effrayante, il y a quelque temps, j'ai d'ailleurs cru la voir, mais heureusement ce n'était pas le cas. La reprise anaphorique de leucémie reprend de manière connotative le contenu de la première phrase et ça ne nous gêne absolument pas. Donc la connotation affective communique de l'information ancienne. Alors pour conclure rapidement, donc, dans un article de 2008, Chris Potts souligne qu'en dépit de l'indépendance sémantique entre les implicatures conventionnelles ou les expressifs d'une part et le contenu at issue d'autre part,
on observe ce qu'il appelle une forte interaction pragmatique entre les deux. Il dit que ces contenus additionnels, implicatures conventionnelles, expressifs, permettent de réduire la sous-spécification du contenu at issue, de l'enrichir. Donc par exemple, les implicatures conventionnelles, par exemple comme des expressions apposées, dont on a vu des exemples, selon lui, permettent au locuteur de résoudre stratégiquement la sous-spécification de certaines expressions. Et un expressif, comme dame, par exemple, permet au locuteur de faire entrer des affirmations objectives dans le domaine de la subjectivité. Eh bien, pour la connotation affective, je pense qu'il en va de même. C'est-à-dire qu'elle soit encodée linguistiquement, ou qu'elle soit simplement attachée à un mot en vertu des normes culturelles qui sont partagées par les interlocuteurs, cette connotation affective, elle vient enrichir l'information qui est purement descriptive ou référentielle, tout simplement d'une dimension affective, d'une dimension évaluative. Or, cette dimension affective, évaluative, on a vu donc, à travers plusieurs travaux expérimentaux, qu'elle est fondamentale pour les sujets et qu'elle peut même être traitée avant l'information purement référentielle. Donc, cette dimension évaluative, cette connotation affective, il faut lui donner le poids qu'elle mérite. Il faut la considérer comme un niveau de communication à part entière. Et donc, il faut sans doute faire évoluer en conséquence le cadre linguistique dans lequel on inscrit l'analyse de la langue. De fait, on a vu que la connotation affective, elle a ses caractéristiques propres. Elle est comme elle est semblable aux présuppositions et aux implicatures conventionnelles en ce qu'elle a, ou elle est un contenu conventionnel, mais sans néanmoins faire partie du contenu at issue. Comme les implicatures conventionnelles, la connotation affective est un contenu indépendant du contenu at issue, ou en fait il faudrait dire l'inverse, le contenu at issue est indépendant d'elle. Et elle se projette au-delà des opérateurs logiques sans être bloquée par les plugs. Elle n'est pas bloquée par les plugs. Et par contre, comme les présuppositions, elle véhicule de l'information ancienne, donc de l'information qui est considérée comme déjà acquise. Donc diverses pistes de recherche s'ouvrent ainsi, j'en soulignerai particulièrement deux. Donc d'une part, la question de la compositionnalité, c'est-à-dire que si chaque terme véhicule une connotation affective spécifique, comment est-ce que la connotation affective est déterminée au moment de la combinaison de deux expressions en une expression de niveau supérieur? Et une deuxième question qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est donc la question de la modulation pragmatique. Donc on a vu que la connotation affective peut être considérée comme une notion stable, largement partagée par la communauté des locuteurs, des locutrices, mais en même temps, il est évident qu'elle peut varier pragmatiquement selon les contextes spécifiques. Alors pour moi, ce n'est pas un problème, parce que c'est aussi le cas du contenu at issue, selon des mécanismes qui ont été d'ailleurs largement étudiés. Donc qu'en est-il de la connotation affective? Selon quel mécanisme cette modulation pragmatique peut-elle se faire? Voilà, donc ce sont là deux questions que je laisse pour la suite. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.